Je donne maintenant la parole à Stéphane Wolf pour l'historique et les perspectives d'avenir en chirurgie du rachis. Merci Jean. Alors, je ne sais pas s'il faut le prendre sympathiquement de devoir faire l'historique. Mais bon, j'ai préparé ça. Et c'est un historique. Si vous êtes passionné par l'histoire de la chirurgie du rachis, je vous recommande un excellent ouvrage qui est disponible sur le site, je crois, de l'AJCR, qui est la thèse de M. Jean Lebloun, sur le même sujet, qui fourmille de détails, qui est excellente. Voilà. Alors, je vous ai fait, comme vous êtes jeune, vous sortez à peine de l'école, je vous ai fait une frise, vous voyez, avec les différents temps de la chirurgie du rachis, si ça marche. Alors, l'histoire, c'est pas énorme parce que les grands progrès, ça date de un peu plus de 100 ans. Première ostéosynthèse par fil métallique dans un mal de potes aux États-Unis par M. Adra. Alors on se demande pourquoi il a mis du fil métallique, parce qu'il n'y avait pas encore de radio. Il aurait pu se contenter d'autres fils, mais c'est du fil métallique qui continue d'être utilisé. Juste avant la Première Guerre mondiale, il y a les premières greffes vertébrales. Alors ces greffes vertébrales sans matériel, en raison essentiellement de tuberculose, éventuellement de poliomyélite, les chirurgiens avaient remarqué que les colonnes guérissaient en s'ankylosant spontanément du fait de la maladie. Ils ont reproduit ça, c'est Ips et Albi qui ont fait ces premières greffes. Et ça a été fait aux États-Unis et au Canada. Greffe que nous continuons quand même à faire de temps en temps. Je ne sais pas si certains d'entre vous font, en particulier dans les spondylolisthésis à grand déplacement, des greffes vertébrales simples. C'est ce que nous faisons. Et ça a donc encore un peu d'actualité. Pendant une longue période, l'instrumentation a peu évolué. Il n'y avait pas grand-chose, des greffes, des plâtres, des corsets, des systèmes divers. Et la première révolution est venue en 60 avec Harrington, avec les tiges de Harrington. C'était un chirurgien texan. Il a publié sa première série avec un article en 62 qui s'est développé dans le monde entier avec des améliorations, comme ici. Les chirurgiens français qui ont imaginé ramener la concavité ou la convexité avec d'autres implants qui ont donné naissance à quelque chose qui ressemblait déjà aux premières instrumentations universelles. Première série publiée en 62, utilisée pendant 20 ans avec de grands succès, mais évidemment le désavantage de donner des dos un peu plats, en particulier quand on avait l'idée de descendre jusqu'en région lombaire, ce qu'on reprend de temps en temps. Des problèmes de fixation iliaque qu'ils avaient plus ou moins résolus. Il y avait déjà des agrafes pour maintenir le bassin. Et puis des barres transiliaques qu'on peut utiliser de temps en temps, que ça m'est arrivé d'utiliser dans des cas désespérés où il n'y a plus grand-chose pour s'accrocher que de mettre une barre à travers les ailes iliaques, en particulier dans certains paralytiques, maladies de Charcot ou autres. Après cette première révolution de l'instrumentation, Roi Camille, il y avait déjà eu quelques vis dans les pédicules, mais c'est lui, c'est son équipe, c'est à la Pitié, qu'ont été développées les vis pédiculaires qui vont être utilisées pour fixer les pédicules normaux, lombaires, thoraciques, également sacrés, avec des plaques initialement normales. En 65, les agrafes sont adaptées au Harrington. En 70, une première instrumentation prenant tous les niveaux, c'est celle de Luque, chirurgien mexicain. Les traitements par corset étaient peu utilisés au Mexique en raison de la chaleur. Grosse difficulté à traiter les enfants. Et Luque a imaginé prendre tous les étages avec des fils passés autour des lames.
Cette technique qui a été longtemps utilisée en particulier chez les paralytiques donnait de bons résultats. Elle effrayait un peu les chirurgiens en raison du risque de lésions sous-jacentes des éléments nerveux et était contemporaine d'un bon développement de la neurophysiologie simultanée. Et il y a eu plusieurs variantes. Vous avez le cadre de Dove, de Hartzell et la technique de Galveston, qui est une ville de Texas où les chirurgiens ont imaginé rentrer les tiges dans le bassin. En 1973, à côté de ces vis sacrés habituels, un chirurgien de Montpellier a imaginé dans les spondylolisthésis, que vous reverrez tout à l'heure, et pour cette indication, des vis iliosacrés qui ont ensuite été utilisés et qu'on continue d'utiliser assez largement. 1983, Cottrell invente les tiges universelles qui portent son nom. Dubousset commence à les mettre à Saint-Vincent-de-Paul. Et maison ici, la même année, il y a eu la première scoliose opérée par Guillaume avec Cottrell et Dubousset qui sont venus pour faire le premier patient opéré à l'âge adulte d'une scoliose. C'était le premier d'une longue série. L'instrumentation était solide. Elle était solide pour les hommes, elle était solide même pour les animaux. Vous avez ici un panda opéré dans le zoo de Pékin qui s'était cassé la colonne vertébrale avec ses implants fermés. Alors pourquoi il y avait des implants fermés? Est-ce que c'était l'idée qu'ils se moquaient qu'on puisse le retirer, c'est-à-dire qu'ils s'en foutaient, alors que parfois on a de grandes difficultés? Non, ce n'était pas par, comment dirais-je, par malice, c'était parce que la conception biomécanique des longues instrumentations fait que les contraintes passent essentiellement aux extrémités du montage. C'est-à-dire qu'il y a très peu de contraintes au milieu du montage, sur des vis thoracolombaires, sur les crochets. La force mesurée à cet endroit est très léger. Et Dubousset avait imaginé de faire des implants fermés pour éviter que les bouchons sautent. Et donc la première génération du CD était faite essentiellement aux extrémités d'implants fermés. Ils insistaient beaucoup là-dessus. Et évidemment, il n'y avait pas les déboires qu'on a pu avoir ensuite de bouchons qui sautent aux extrémités du montage. Et c'était l'idée. Alors évidemment, ça a rendu les changements de tige et ablation un petit peu plus laborieux. Alors les inventeurs, les voici. Nous a quitté M. Cottrell malheureusement. Jean Dubousset et Michel Guillaume sont bien vivants. Et on les voit de temps en temps. Plus souvent Jean Dubousset que M. Guillaume qui reste très discret. Alors là, je passe en avant. Ça, c'était mon zoo de Pékin. Alors, le système a été développé rapidement. Sont venus j'allais dire des copies très mauvaises, des avatars, non, des variantes. D'autres, voilà. Saint-Vincent-de-Paul, déjà à la clinique Ergo, que vous avez pu voir qu'on accueille ici, a été créée la première variante qui était le diapason, qui était fait par M. Laprelle, qui s'est bien répandu dans le monde entier aussi, un excellent... On fait le système dit Colorado, et avec l'idée d'améliorer les choses. Et ils ont fait un premier connecteur avec des vis iliaques pour ce système CD. Puis ils ont fait divers connecteurs, des plaques de fixation sacrées, parce que rapidement on s'est rendu compte que le problème c'était la fixation sacrée. On avait des vis sacrées usuelles, voire même des crochets au début ou des agrafes. Et donc il y a eu une plaque de fixation sacrée. Cette plaque permet de tirer des vis dans le sacrum et dans l'aile iliaque. Et les trois vis sont ainsi solidaires. C'était le système du Colorado. Le système a été amélioré, CD, avec une variante qu'on retrouve parfois chez certains, en particulier pour les spondylolisthésis et en particulier pour ceux à grand déplacement, qui était le système des tiges de Jackson, où on rentrait, et on peut toujours le faire, les tiges dans le sacrum pour en faire comme un tuteur du sacrum. Jean-Paul Steb a apporté sa touche en inventant un connecteur dans l'hôpital où il travaillait, qui était l'hôpital Stéphanie. Donc il y a eu le connecteur de Stéphanie qui a été fait puis modifié.
En 99, Harley, qui est un chirurgien français émigré aux États-Unis, a fait des vis. Il a fait la première association vis iliaque, vis ilio-sacré, qu'on utilise nous à nouveau parce qu'on trouve que c'est une bonne façon de faire, en mettant plutôt des vis S2AI, dont on reverra l'invention plus tard. En l'an 2000, première vis vertébrale implantée avec navigation. Foley aux États-Unis, qui est souvent associé à diverses inventions, et Merloz en France, avec l'équipe de Grenoble, ont commencé à implanter des vis avec des systèmes de navigation. Tandis que Foley a imaginé et réalisé l'ostéosynthèse percutanée avec le système Sextant, qui était le premier système dans les années 2001. Alors, ce n'était pas le premier à avoir mis des vis percutanées. Vous vous souvenez qu'en 1982, déjà, Magerle avait fait des vis percutanées. Il avait mis au point aussi un fixateur. Et on disait qu'on allait... on mettait un fixateur externe, puis voir si on allait guérir les gens des lombalgies. Quand ça allait bien, hop, on retirait le fixateur, puis on faisait l'ostéosynthèse définitive. Ce qui était une bonne idée, peut-être un peu jusqu'au boutiste, mais qui était pas mal. La vis S2AI, qui est assez largement répandue maintenant, c'est une découverte des pédiatres, chirurgiens pédiatres, Spenceller, qui l'a décrite pour les enfants. Cette vis qui part du corps de S2, qui traverse la sacro-iliaque. Alors, vous avez fait un survol de l'instrumentation. Pour beaucoup, vous connaissez tout. Pour certains, je vous ai peut-être appris des choses. J'ai oublié beaucoup de dates et que je peux vous donner. Et je ne vous ai pas parlé des cas, je ne vous ai pas parlé des instrumentations mini-invasives. C'est ma façon de vous présenter les choses et de remettre en mémoire quelques dates importantes qui nous ont fait progresser. Mais le plus important, parce qu'il m'a dit historique, j'ai dit c'est l'avenir. Et surtout si on parle à des jeunes chirurgiens, je vais vous dire pourquoi je pense ça, parce que j'ai peut-être un regret, et j'espère que vous ne le ferez pas, c'est on a été trop respectueux il faut, dès qu'on est jeune, changer et apprendre de nouvelles techniques innovantes. Je pense que c'est bien. Et on a ici, par exemple, développé tout ce qui est navigation, chirurgie mini-invasive, et de façon exponentielle dans les 10 dernières années. Et c'est une grande joie, un progrès extraordinaire. Mais je pense que j'ai trop tardé à faire ça. Alors je conseille aux jeunes chirurgiens d'y aller plus vite, de vous former à ces techniques. Et voilà quelques remarques sur le futur. Alors j'ai mis ce qu'on fait ici, c'est-à-dire vous savez qu'on a à la suite de Milady fait des instrumentations sans greffe chez les adultes qu'on fait depuis 6 ans maintenant. Alors je ne l'ai pas mis en historique, mais ça serait, comment dire, c'est un peu prématuré. On a eu des succès, on a eu des déboires, on est au milieu du gué pour l'expérience. Je vous ai remis ici la photo de la première qu'on a opérée, qui date de 6 ans, qu'on n'a jamais réopérée. Et on a obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a fait un scan et son rachis est entièrement ankylosé de haut en bas. Les articulaires ont fusionné spontanément. C'est-à-dire quand on immobilise quelque chose pendant des années, ça finit par fusionner. Donc ça, c'est le cas favorable. Cas favorable aussi, c'est toute la chirurgie des paralysés cérébraux, pour lequel ça marche évidemment très bien. Cas favorable aussi, c'est tous les gens qu'on ne pourrait pas opérer pour des raisons X ou Y avec la technique classique, et qui, même si on a des ennuis moins importants que si on le faisait autrement. Les déboires qu'on a eus, c'est des fractures de tiges, et on n'a pas encore trouvé la formule exacte de nombre de tiges, rigidité des tiges. Pour pouvoir répondre à les questions, c'est la technique de référence. Donc je ne me permettrai pas de dire ça, surtout aux jeunes, et je ne le présente pas comme ça. Bon, c'est important. Alors sur le futur, quelques perspectives. Vous les connaissez sans doute mieux que moi, mais il y a plein de choses, dont la navigation qui s'améliore à grande vitesse. Bientôt, on va avoir la navigation sans irradiation, parce que vraiment, la navigation, c'est extraordinaire, mais on est obligé de s'irradier et d'irradier les gens. Donc, on attend avec impatience
Ce qui existe déjà et a été fait depuis longtemps, mais qui doit être encore amélioré, c'est la navigation sans irradiation. Et puis plein de choses, et c'est vous qui allez faire. Tout ce qui est chirurgie endoscopique, chirurgie mini-invasive, mais pas seulement. Amélioration des connaissances des pathologies, des normes. Je rappelle par exemple qu'on a attendu cette année pour faire collectivement au sein de la SFCR une étude sur les normes du profil sagittal qu'on n'avait pas. Et ces références sont indispensables, comme sont indispensables de s'améliorer dans les indications opératoires, parce que je vous plains, entre les différentes techniques et savoir s'il faut opérer ou pas opérer, c'est vraiment pas clair actuellement et beaucoup de simplification est à venir. Donc il y a beaucoup de techniques à développer et je vous y encourage, je suis sûr que vous le ferez. Et je vous remercie de votre attention pour ce petit historique. Merci beaucoup, Monsieur Wolf, pour cette présentation qui, je pense, a pu apprendre des choses à pas mal d'entre nous.